vous est-il déjà arrivé de vous sentir anxieux sans savoir exactement pourquoi? Cette sensation de malaise constant, une agitation qui semble surgir de nulle part, envahissant vos pensées et vos émotions. L'anxiété est quelque chose que nous ressentons tous à un moment donné de notre vie, mais ce que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que, bien souvent, elle va au-delà d'une simple réaction à des situations extérieures. Dans de nombreux cas, l'anxiété a des racines profondes dans notre inconscient. Dans cette vidéo, nous allons explorer la psychanalyse pour comprendre comment l'anxiété prend naissance en nous, souvent sans que nous en ayons conscience. Vous êtes-vous déjà demandé si vos réactions anxieuses pouvaient être le reflet de conflits internes non résolus? Si vous cherchez à comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette sensation constante, restez avec nous, car aujourd'hui, nous allons découvrir comment la psychanalyse peut éclairer les origines de votre anxiété et vous aider à trouver un chemin pour y faire face de manière plus consciente et plus saine. L'anxiété est une émotion que nous expérimentons tous à un moment de notre vie. C'est une réponse naturelle du corps face à des situations de stress ou de défi. En essence, l'anxiété prépare notre corps et notre esprit à affronter ce qui va arriver. Ce mécanisme d'alerte nous aide à être plus attentifs et prêts à gérer les dangers ou les opportunités. Mais que se passe-t-il lorsque l'anxiété devient constante et se manifeste sans qu'il y ait de menace réelle? Il faut d'abord comprendre que l'anxiété peut être à la fois une réponse saine et un problème. Lorsque nous parlons d'anxiété normale, nous faisons référence à la sensation de nervosité avant une présentation importante ou à l'inquiétude face à une situation comportant un risque ou un changement. Ces réactions sont naturelles et même nécessaires, car elles nous aident à rester vigilants et motivés. Cependant, lorsque l'anxiété dépasse cette limite saine, elle peut se transformer en quelque chose de plus destructeur. L'anxiété pathologique, comme on l'appelle, est celle qui survient sans raison claire ou proportionnelle à la situation. Elle peut se manifester comme une peur constante, un cycle interminable d'inquiétude, ou même par des symptômes physiques invalidants, tels que la tachycardie, le manque d'air ou des difficultés à dormir. La différence entre l'anxiété normale et l'anxiété pathologique ne réside pas seulement dans son intensité, mais aussi dans sa fréquence et dans l'impact qu'elle a sur la vie quotidienne. L'anxiété normale est transitoire et disparaît lorsque la situation stressante prend fin. L'anxiété pathologique, en revanche, peut persister des semaines, des mois, voire des années, affectant gravement le bien-être de l'individu et interférant avec ses performances au travail, ses relations personnelles et sa santé mentale. Prenons par exemple une situation de stress modéré, comme l'attente d'un événement important ou d'un changement, tel que la remise d'un projet au travail. L'anxiété dans ce cas est normale, voire utile, car elle nous motive à agir avec plus de concentration et de préparation. Toutefois, chez une personne souffrant d'anxiété pathologique, le même événement peut déclencher une inquiétude excessive et persistante, allant au-delà de ce qui est nécessaire. L'esprit commence à tourner autour des « et si » et la personne peut avoir le sentiment de perdre le contrôle, même face à un événement quotidien anodin. Imaginez maintenant comment l'anxiété peut se manifester sans raison apparente. La personne ressent un poids intérieur, mais ne parvient pas à identifier l'origine de cette sensation. Cela peut indiquer qu'un élément de l'inconscient se manifeste, quelque chose qui n'a pas encore été pleinement traité ou résolu. C'est là qu'intervient la psychanalyse, en proposant un moyen d'explorer les racines de ce malaise, souvent dissimulé dans les couches les plus profondes de la psyché. Dans de nombreux cas, les gens ne se rendent même pas compte que leurs réactions anxieuses sont le reflet d'un conflit interne, comme le désir inconscient d'éviter une responsabilité, la peur de l'échec, ou même la peur de quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement. La psychanalyse nous enseigne que les racines de l'anxiété peuvent être liées à des traumatismes non résolus, à des schémas de pensée inconscients ou à des attentes irréalistes que nous avons intériorisées au fil de notre vie.
La psychanalyse, telle que proposée par Sigmund Freud, offre une vision profonde de la manière dont l'anxiété prend naissance dans l'inconscient. Pour Freud, l'anxiété n'est pas seulement une réaction à des situations extérieures, mais le reflet d'un conflit intérieur. La clé pour comprendre l'anxiété, selon Freud, réside dans la compréhension du rôle de l'inconscient, où se cachent désir, peur et traumatismes non traités. Freud croyait que la psyché humaine était composée de 3 parties principales, le ça, le moi et le surmoi. Chacune de ces parties joue un rôle crucial, et l'équilibre entre elles est fondamental pour notre santé mentale. Le ça représente nos désirs primitifs et nos impulsions instinctives. Le moi, quant à lui, est la partie rationnelle de l'esprit qui tente d'équilibrer les demandes du ça avec la réalité extérieure. Le surmoi est la voie de la moralité, fondée sur les normes et les valeurs internes que nous avons apprises tout au long de notre vie. Lorsque le moi ne parvient pas à équilibrer les exigences du ça et du surmoi, le conflit qui en résulte peut entraîner de l'anxiété. Par exemple, le ça peut désirer quelque chose qui va à l'encontre des valeurs du surmoi, générant ainsi une tension interne. Lorsque cette tension est refoulée ou ignorée, elle se manifeste sous forme d'anxiété. Ce processus est souvent inconscient, c'est-à-dire que la personne peut ne pas être consciente de l'origine de son malaise, mais elle en ressent les effets physiques et émotionnels. Freud a suggéré que l'anxiété était une réponse du moi à cette tension. Lorsque le moi perçoit qu'il est menacé par les désirs inconscients du ça ou par la rigidité morale du surmoi, il déclenche l'anxiété comme mécanisme de défense. Ce processus aide à éviter que la personne ne soit confrontée directement à des désirs ou à des sentiments considérés comme inacceptables ou dangereux. Un exemple classique de cela est la répression. Lorsqu'une personne a un désir jugé socialement inacceptable, comme une pulsion agressive ou sexuelle, le moi tente de bloquer ce désir afin d'éviter la souffrance. Toutefois, ce faisant, le moi crée une pression interne qui se manifeste plus tard sous forme de symptômes anxieux. Ce processus de répression, bien qu'il soit protecteur à court terme, peut avoir des effets néfastes à long terme, car les désirs refoulés continuent d'exister dans l'inconscient, attendant une occasion de se manifester. En outre, Freud a identifié le phénomène de névrose, étroitement lié à l'anxiété. Pour lui, les névroses apparaissent lorsque le moi ne parvient pas à gérer efficacement les impulsions inconscientes du ça ou les exigences du surmoi. L'anxiété résultant de ces situations peut être si intense que la personne commence à développer des mécanismes de défense, comme la projection, attribuer à d'autres la responsabilité de ses propres sentiments, ou la rationalisation, trouver des explications logiques pour justifier des comportements qui sont en réalité des impulsions refoulées. L'anxiété névrotique, comme l'appelait Freud, est l'une des formes les plus complexes d'anxiété. Elle n'est pas liée à une menace réelle extérieure, mais à un conflit interne non résolu. Ce type d'anxiété peut se manifester par des phobies, des obsessions, des compulsions et d'autres comportements qui semblent ne pas avoir de cause claire. En psychanalyse, on considère que ces symptômes sont une manière pour le moi d'essayer de gérer des désirs et des peurs refoulées, mais sans succès, ce qui entraîne une souffrance persistante. Par exemple, une personne qui ressent une anxiété intense en entrant dans un ascenseur peut, en réalité, être confrontée à une peur inconsciente de se sentir piégée ou vulnérable. Cette peur peut être liée à des expériences passées ou à un sentiment d'impuissance qui n'a jamais été pleinement reconnu ou traité. L'anxiété, dans ce cas, est une manifestation d'un conflit non résolu dans l'inconscient. Enfin, Freud considérait que l'anxiété avait une fonction défensive, protégeant le moi contre des confrontations directes avec les contenus refoulés de l'inconscient. Bien que l'anxiété aide à éviter une souffrance immédiate, elle peut également devenir un piège, car la personne continue à être dominée par ces conflits internes sans jamais les résoudre.
La psychanalyse cherche donc à faire émerger ces contenus refoulés, permettant à l'individu de les affronter consciemment et ainsi de soulager durablement l'anxiété. Comme mentionné précédemment, Freud a identifié 3 types principaux d'anxiété. Et comprendre ces types est essentiel pour saisir comment l'anxiété se manifeste de différentes manières dans notre psyché. Chaque type d'anxiété a ses racines dans des processus inconscients distincts et souvent, leurs manifestations peuvent être confondues avec d'autres problèmes émotionnels. Explorons chacun de ces types d'anxiété afin de mieux comprendre ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous nous sentons anxieux. L'anxiété réaliste se produit lorsqu'il existe une menace réelle et objective dans l'environnement extérieur. Quelque chose qui exige notre attention immédiate et une réponse adaptée. Ce type d'anxiété, c'est la réponse naturelle de notre système de lutte ou de fuite qui prépare le corps et l'esprit à affronter des situations de danger. Par exemple, si vous marchez dans une rue déserte la nuit et entendez des pas derrière vous, la peur d'une possible agression active l'anxiété réaliste. L'anxiété dans ce cas est utile car elle nous avertit d'un danger immédiat et nous prépare à agir, fuir ou nous défendre. Freud considérait ce type d'anxiété comme une manière saine de faire face à des situations dangereuses, dans lesquelles la réaction émotionnelle est proportionnelle au danger réel. Elle n'est pas liée à des conflits internes ou à des désirs refoulés, mais à une réponse adéquate face à une menace extérieure. Ainsi, l'anxiété réaliste est une émotion adaptative et essentielle à notre survie, nous aidant à réagir rapidement face aux situations à risque. L'anxiété morale est un peu plus complexe. Elle apparaît lorsque la personne sent qu'elle enfreint ses propres normes et valeurs internes, ou les attentes imposées par la société et la culture dans laquelle elle vit. Cette forme d'anxiété est liée au surmoi, la partie de la psyché responsable des principes moraux et éthiques. Le surmoi se construit à partir des enseignements parentaux, de l'éducation religieuse et des valeurs culturelles que nous avons intériorisées au fil du temps. Lorsque nos actions entrent en conflit avec ces valeurs, nous ressentons une profonde culpabilité, de la honte ou un sentiment d'indignité. Par exemple, si une personne commet une faute morale, comme mentir ou trahir la confiance de quelqu'un, elle peut éprouver un sentiment accablant d'anxiété morale. Ce type d'anxiété est alimenté par la pression intérieure de satisfaire les attentes du surmoi. Freud pensait que lorsque nous ne parvenons pas à répondre à ces attentes, le conflit génère une tension émotionnelle qui se manifeste par de l'anxiété. L'anxiété morale est donc directement liée à notre sens du bien et du mal, et elle nous pousse souvent à remettre en question nos actions et nos valeurs. Cette forme d'anxiété peut devenir paralysante, surtout si le surmoi est extrêmement rigide, amenant la personne à ressentir une pression insupportable pour se comporter de manière irréprochable en toutes circonstances. L'anxiété névrotique est la forme la plus complexe et souvent la plus invalidante de l'anxiété. Elle n'est pas liée à un danger réel ou à un conflit moral, mais à un conflit interne qui se produit au niveau inconscient. L'anxiété névrotique résulte de l'incapacité du moi à gérer les impulsions du ça, qui représentent nos désirs primitifs et instinctifs, ou les exigences du surmoi, qui imposent des règles strictes sur la façon dont nous devons agir. Par exemple, une personne peut ressentir une forte anxiété en essayant de répondre aux attentes de ses parents ou de la société, même si ces attentes ne sont pas réalistes ou atteignables. Cette tension entre les impulsions inconscientes et les normes morales intériorisées peut entraîner des comportements compulsifs ou des phobies, dans lesquels la personne tente de contrôler ses peurs et ses désirs refoulés de manière dysfonctionnelle. Freud considérait l'anxiété névrotique comme le produit d'un moi faible ou incapable de gérer correctement les pressions internes du ça et du surmoi. Lorsque le moi ne parvient pas à trouver un équilibre entre les désirs du ça et les restrictions du surmoi, l'anxiété névrotique se manifeste sous forme de symptômes psychiques et comportementaux
telles que des obsessions, des compulsions, des phobies ou des crises de panique. L'anxiété névrotique est souvent irrationnelle et n'a pas de cause externe évidente, mais elle provient de conflits profonds et non résolus dans la psyché. Ces conflits inconscients se manifestent sous forme de peurs irrationnelles, comme la peur d'objets, de personnes ou de situations qui, en réalité, ne représentent aucune menace. Il est important de noter que ces peurs sont une tentative du moi pour contrôler les impulsions refoulées, mais au lieu de résoudre le problème, la personne finit par créer de nouveaux symptômes d'anxiété. Mais comment les types d'anxiété influencent-ils le comportement? Maintenant que nous comprenons les 3 types d'anxiété, nous pouvons voir comment chacun d'eux influence le comportement de manière distincte. L'anxiété réaliste, en tant que réaction à une menace réelle extérieure, tend à être une réponse saine qui nous aide à nous protéger et à prendre des décisions rapides. L'anxiété morale, bien que désagréable, peut nous aider à maintenir un haut niveau éthique, bien qu'en excès, elle puisse générer un cycle de culpabilité et de honte. L'anxiété névrotique, en revanche, est souvent la plus dommageable, car elle est une réponse à des conflits internes non résolus qui se manifestent de manière dysfonctionnelle. Les individus qui expérimentent ce type d'anxiété peuvent commencer à développer des schémas de comportement visant à éviter ou à tenter de contrôler l'anxiété, tels que la procrastination, le perfectionnisme ou même la dépendance à certaines substances. Ces comportements ne sont pas des solutions, mais des façons pour le moi d'essayer de gérer la pression interne. C'est pourquoi la psychanalyse vise à faire émerger ces conflits inconscients en aidant la personne à en comprendre les origines et ainsi à soulager durablement l'anxiété. Maintenant que nous avons exploré la théorie derrière l'anxiété, voyons comment elle se manifeste dans la vie quotidienne. L'anxiété n'est pas une émotion isolée. Elle s'infiltre dans nos vies de manière subtile et parfois même invisible, affectant notre façon de penser, de réagir et même d'interagir avec les autres. Il est d'abord important d'observer comment l'anxiété peut s'exprimer physiquement. Beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti cette palpitation dans la poitrine, cette respiration rapide ou cette sensation d'étouffement lorsque nous sommes stressés ou anxieux. Ce sont des symptômes physiques typiques d'une réponse anxieuse. Ils surviennent parce que, lorsque nous nous sentons menacés, même si le danger est psychologique et non physique, notre corps passe en mode lutte ou fuite. Ce processus, développé au fil de notre évolution, prépare le corps à réagir rapidement face à une menace en augmentant le rythme cardiaque, la pression artérielle et la production d'adrénaline. Mais l'anxiété ne se limite pas aux symptômes physiques, elle affecte aussi notre esprit. L'inquiétude excessive ou la pensée catastrophique est une caractéristique courante de l'anxiété. Souvent, une petite inquiétude prend des proportions démesurées jusqu'à envahir toutes nos pensées. Et si j'échoue? Ou et s'il arrivait quelque chose de grave? Sont des pensées fréquentes chez ceux qui souffrent d'anxiété, et ces préoccupations peuvent facilement occuper une grande partie de notre journée. Cela peut entraîner une sensation constante de perte de contrôle, comme si l'esprit était toujours en train de courir après des menaces qui, dans la plupart des cas, ne se réalisent jamais. Un autre point important est que l'anxiété peut également se manifester par le comportement. Éviter certaines situations est une réponse courante face à l'inconfort provoqué par l'anxiété. Par exemple, une personne qui a peur de s'exposer en public peut commencer à éviter les rencontres avec des amis ou des collègues. Ce comportement est une tentative du cerveau pour fuir la situation inconfortable, mais ce faisant, la personne peut finir par intensifier son anxiété, créant ainsi un cercle vicieux d'évitement et d'aggravation. Un autre exemple est la procrastination. L'anxiété peut pousser une personne à éviter certaines tâches, surtout celles perçues comme difficiles ou risquées, par exemple par peur d'échouer à un projet important. La procrastination n'est pas simplement un manque de discipline, mais une réponse anxieuse
où la peur de ne pas être à la hauteur ou de faire une erreur pousse la personne à remettre la tâche à plus tard. Par ailleurs, l'anxiété peut profondément affecter nos relations. Le comportement anxieux d'une personne peut souvent être mal interprété par les autres. Par exemple, un individu constamment préoccupé peut sembler distant ou même irritable, ce qui peut nuire à ses interactions sociales et familiales. Dans une relation de couple, l'anxiété peut aussi se manifester par une peur constante du rejet ou de ne pas être à la hauteur, menant à des comportements de dépendance ou à une recherche permanente d'approbation. Dans les environnements professionnels, l'anxiété peut être déclenchée par la pression de devoir atteindre des standards élevés, réaliser les tâches parfaitement ou respecter des délais serrés. Cela peut entraîner une performance en baisse, car au lieu de se concentrer sur la tâche, la personne est absorbée par ses peurs et ses pensées excessives. Cette tension constante peut aussi affecter la productivité, entraînant une spirale de procrastination et de frustration. Enfin, l'anxiété se manifeste souvent de façon silencieuse, comme un malaise persistant que la personne ne parvient pas à identifier. Cela peut être un sentiment constant d'insatisfaction ou un besoin incessant de se distraire, par exemple en regardant la télévision ou en passant du temps sur les réseaux sociaux pour éviter de faire face à son propre mal-être. Le problème, c'est qu'en ignorant l'origine de l'anxiété, la personne ne fait que repousser la confrontation avec ce qui la dérange vraiment. Maintenant que nous comprenons comment l'anxiété se manifeste dans la vie quotidienne, explorons quelques stratégies efficaces pour la comprendre et y faire face de manière plus saine. La psychanalyse offre un ensemble d'outils qui permettent d'accéder aux conflits inconscients et de comprendre les racines profondes de l'anxiété. En complément, il existe d'autres approches pratiques qui peuvent être intégrées au traitement afin d'aider à soulager les symptômes au quotidien. L'un des outils les plus puissants de la psychanalyse est l'association libre. Cette technique consiste à dire tout ce qui vient à l'esprit sans censure, sans se soucier de la cohérence ou du jugement. L'objectif est d'accéder à l'inconscient en permettant aux pensées et émotions refoulées de remonter à la surface. Lorsque nous accédons à ces contenus cachés, nous pouvons mieux comprendre les conflits internes qui alimentent notre anxiété. Ce processus permet aux patients de devenir plus conscients de ses propres peurs, désirs et frustrations, et en les mettant en lumière, de commencer à les résoudre. Une autre méthode importante est l'interprétation des rêves, également développée par Freud. Les rêves, selon Freud, sont une expression de l'inconscient. Très souvent, nos peurs et désirs les plus profonds se manifestent pendant le sommeil, à travers des symboles ou des images qui semblent déconnectées de notre réalité quotidienne. L'interprétation des rêves peut aider à décoder ces symboles et à mieux comprendre ce qui se passe réellement dans notre esprit. En comprenant le sens de nos rêves, nous pouvons commencer à identifier des sources d'anxiété dont nous n'avions peut-être même pas conscience. En plus des approches psychanalytiques, nous pouvons adopter des stratégies pratiques pour gérer l'anxiété au quotidien. Des techniques de relaxation, comme la respiration profonde, sont extrêmement efficaces pour soulager les symptômes physiques de l'anxiété. Lorsque nous sommes anxieux, notre corps reste en état d'alerte avec une respiration rapide et superficielle. La respiration profonde aide à activer le système nerveux parasympathique, responsable de l'apaisement et du repos. En pratiquant consciemment cette respiration, nous pouvons ralentir notre rythme cardiaque et réduire la sensation de panique qui accompagne souvent l'anxiété. La méditation est également une pratique puissante pour réduire l'anxiété. La méditation de pleine conscience ou mindfulness nous apprend à être présent dans l'instant et à observer nos pensées sans s'y identifier. En pratiquant la pleine conscience, nous parvenons à percevoir l'anxiété comme un phénomène temporaire, quelque chose qui passe et qui ne doit pas dominer notre expérience.
Cette pratique permet de créer une distance saine entre nous et nos pensées anxieuses, rendant nos réponses aux situations stressantes plus équilibrées. Une autre approche utile est l'introspection. Identifier les schémas de pensée qui nourrissent l'anxiété est la première étape pour les transformer. Souvent, notre anxiété est liée à des pensées automatiques telles que « et si j'échoue » ou « et si quelque chose de mauvais se produit ». Ces pensées catastrophiques alimentent l'impression que le pire est sur le point d'arriver, ce qui intensifie l'anxiété. En apprenant à remettre en question ces pensées et à les remplacer par des pensées plus réalistes, nous pouvons réduire l'intensité de notre anxiété. Enfin, il est important de souligner que consulter un professionnel est fondamental. Bien que ces stratégies soient très efficaces, elles ne remplacent pas un accompagnement psychologique. Des thérapies comme la psychanalyse ou des approches plus modernes comme la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, peuvent offrir un soutien précieux. Travailler avec un thérapeute expérimenté permet une meilleure compréhension des conflits internes et offre un espace sûr pour explorer les causes profondes de l'anxiété. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré ce qu'est l'anxiété, ses racines inconscientes et la manière dont elle se manifeste physiquement et psychologiquement. Nous avons vu comment la psychanalyse, à travers les théories d'essai de Freud, nous aide à comprendre les conflits internes qui génèrent l'anxiété et comment des techniques comme l'association libre et l'interprétation des rêves permettent d'y accéder pour commencer à les résoudre. Nous avons également abordé des stratégies pratiques permettant de soulager les symptômes immédiats de l'anxiété, comme la respiration profonde, la méditation et l'analyse consciente de nos schémas de pensée. N'oubliez pas que comprendre l'origine de votre anxiété est une étape essentielle pour retrouver la paix intérieure et l'équilibre émotionnel. À présent, avec cette nouvelle compréhension, vous disposez d'outils pour commencer à gérer votre anxiété de manière plus saine. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter un professionnel. La transformation commence par la connaissance de soi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient également en bénéficier. La connaissance de soi est la clé de la transformation et chacun mérite cette opportunité. N'oubliez pas de visionner la vidéo recommandée à l'écran maintenant. Profitez-en pour explorer d'autres contenus de notre chaîne et poursuivez votre chemin vers la découverte de soi.